Et je voudrais commencer par vous, Monica. D'abord, pour dire que vous êtes espagnole et que vous avez accepté de parler en français, un grand merci, bravo. Pour dire aussi que vous êtes aujourd'hui directrice de l'Institut d'Histoire et de la Culture Militaire du ministère de la Défense et à la tête de 11 musées militaires. Vous êtes docteur en géographie et en histoire et vous êtes membre du corps des conservateurs de musées. Vous avez aussi des activités d'enseignement en tant que professeur d'archéologie à Madrid. Et puis, ICOM Espagne a organisé, il y a déjà 3 ans, un congrès sur la définition de professionnels de musée. Alors, je n'ai pas l'intention de clore immédiatement notre soirée, mais quelles sont les conclusions de ce congrès? En busca de una definición. Quelle est la définition de professionnel de musée qui a pu ressortir et sur laquelle nous pourrions rebondir? Bon, malheureusement, il n'y a aucune définition. Aucune définition finalisée. Aucune finalisée. Bon, je m'excuse avant tout pour mon français, je l'ai presque oublié de l'école. Et mon anglais est tout terrible, bien. Mais nous avons fait réellement un texte, un manifeste, pas une définition, on pourra parler après, avec une exposition et quelques conclusions ou recommandations. On a étudié la figure du conservateur de musée en Espagne et on a connu quelques problèmes et quelques possibles solutions. Si vous voulez, nous continuerons, non? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, il n'y a pas de définition claire qui soit ressortie, mais un consensus sur différentes tendances dont nous allons parler tout au long de la soirée. Exactement. D'accord. Merci. Alors, Catherine, vous êtes, à la tête du comité suédois d'ICOM. Vous êtes archéologiste de formation, il y en a plusieurs sur le plateau ce soir, et vous conduisez des recherches. Vous avez travaillé dans un musée d'histoire et vous venez d'être tout récemment nommée directrice du musée historique de Stockholm, qui est l'un des plus grands musées de Suède. Alors, avec la fraîcheur de votre entrée dans ces nouvelles fonctions, quel regard vous portez sur la manière dont ce musée a pris le tournant des évolutions? De quelles évolutions? Qu'est-ce qui a bougé? Et éventuellement, qu'est-ce qui n'a pas encore bougé et que vous voudriez voir bouger? Yes, thank you, and my apologies for not speaking French first. I think that museums have always been changing with society, and this is what we need to do at the moment as well. We recently had a change in our organization, and we are actually 6 different museums under the same governmental agency. And we cooperate, so we are separate museums, but we share communications, collections, and different administration, and so on. So I think that what we need is actually staff with kind of hybrid competences to be able to bridge in between different more traditional professions. Yes. Can you give some example of changes that you faced? Of the changes that, yeah. For example, you always need the core knowledge about the collections or the themes that you work with in the museum, but at the same time you need pedagogical skills or digital skills and so on. And traditionally these has,
it has not been the same people doing this. So, as for example, when I glanced in the ICTOP paper, so there were really clear definitions of someone is an IT manager, someone else is a curator, and so on. And I think we need to have a mixture of those, because the curator is not only working with the objects, the physical collections in the museums. They also need to curate the digital platforms, because they reach a lot of people, and this needs to be curated in the same way as you do with exhibitions. Donc plus de polyvalence. Yes, unfortunately, well, or fortunately, I think so, because this is actually the heart of the museum, to be this place that puts together different stuff. You know, you can collect something, you can have exhibitions, you can do different things in different areas, but a museum needs to combine these things, and so needs the museum professionals. Merci. Alors Anne-Sophie, je crois que c'est aussi une préoccupation que vous partagiez. Vous êtes administratrice à la direction des expositions et collections du 11 Conti à la Monnaie de Paris, et vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience assez inédite. D'abord parce que vous êtes dans un musée qui est la plus vieille entreprise du monde, qui a été fondée en 864 pour battre la monnaie, qu'elle est installée en bordure de Seine, au cœur de Paris, que le lieu n'est pas banal. C'est un joyau de l'architecture néoclassique, mais c'est aussi un endroit qui comprend un palais, une manufacture où travaillent encore aujourd'hui des ouvriers, et puis un musée. Alors, vous êtes diplômé d'histoire de l'art, vous êtes titulaire d'un diplôme de gestion du patrimoine culturel, un DESS pour les Français, et vous êtes spécialisé en management d'institutions culturelles et patrimoine d'entreprise. Dans la transformation, métamorphose, comme ça s'appelait, que vient de connaître le musée du 11 Conti Monnaie de Paris, quels ont été les changements et quelles ont été les compétences nouvelles que vous avez recherchées pour la réouverture au public qui vient d'avoir lieu tout récemment? Effectivement, la particularité de la Monnaie de Paris, c'est qu'on est d'abord on est un établissement public, un EPIC à caractère industriel et commercial, et on a au sein de notre institution des patrimoines dont la direction dans laquelle je travaille a la gestion. La particularité de la Monnaie de Paris, c'est qu'on est d'abord une institution qui frappons les pièces pour la France, les monnaies courantes, mais aussi pour des pays étrangers. Ça, c'est l'activité principale de notre lieu, ce qui fait que le patrimoine, même si on a une longue tradition muséale à la Monnaie de Paris, puisque le premier musée a été ouvert en 1833, a toujours été un service au milieu, en fait, de quelque chose de beaucoup plus grand, à savoir qu'à la Monnaie de Paris, il y a 500 personnes et que pour la culture, on est 15. Donc on est tout petit dans notre institution et on a lancé un projet de transformation de notre site qui est effectivement une manufacture où 160 personnes travaillent quotidiennement à la production de monnaies, de médailles, de bijoux, de fontes et de monnaies en or et en argent qui sont là pour produire. Et nous, notre activité, ça a été de trouver une façon de mettre en valeur ces savoir-faire, de mettre en valeur nos collections également, puisque nous avons 170 000 objets qui appartiennent à l'État, dont nous avons la gestion. Et ce qui a été, ce projet est né en 2008, et ce qui a été très formateur, je pense, pour toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet, c'est qu'on était 7 au départ pour mener ce projet. À savoir que depuis le 30 septembre, nous avons 10 000 m² ouverts au public, dont à peu près 2 000 m² sous douane, entre le musée et des expositions d'art contemporain. Quand on a travaillé sur l'organisation des équipes qu'il fallait mettre en place pour faire fonctionner ce musée, on s'est posé la question de savoir à qui s'adressait ce musée et qu'est-ce qu'on avait envie de raconter. Et donc, on a mis le visiteur au cœur de toutes nos préoccupations. Et donc, dans les
personnes qu'on a tout de suite voulu recruter, des spécialistes du multimédia. Alors, ce que nous, on appelle le multimédia, chez nous, c'est pas seulement des écrans, mais c'est aussi toute forme de médiation envers le public, et notamment à destination de tout ce qu'on appelle l'accessibilité. Et que c'est un concept qui s'appelle le design universel, où c'est un accueil pour tous au sein du musée. Donc ça a été une de nos volontés, de recruter quelqu'un sur ce sujet-là, et on a recruté une ingénieure pour travailler sur ces sujets-là. Et puis, au fur et à mesure, on a constitué nos équipes, on les a agrandies. On a une équipe d'exposition permanente, on a une équipe qui s'occupe des collections, on a une équipe qui s'occupe des expositions d'art contemporain. Et puis, on a aussi des nouvelles données, en fait, qui arrivent dans la gestion, en fait, de nos patrimoines. Et donc, on a aussi des compétences en gestion de données, comment on gère nos publics, en fait, toute la data qui émerge, en fait, de la connaissance fine de nos publics. Et ça, ce sont des choses qu'on a identifiées tout de suite en se disant, c'est bien que le public vienne, mais on a envie de savoir qui il est. Et aujourd'hui, il y a des outils absolument formidables pour, justement, connaître toutes ces données de nos publics pour affiner, en fait, notre offre pour être toujours à leur service. D'accord. Donc le multimédia, l'accessibilité et la gestion des données sur les visiteurs qui sont les grands changements, ou en tout cas les nouveautés auxquelles vous avez fait particulièrement attention pour la réouverture du musée. Et aussi, alors on a aussi une particularité, c'est qu'on dépend pas du ministère de la Culture, mais on dépend du ministère des Finances. Et donc tout à l'heure, on parlait de la rentabilité dans les musées. Nous, c'est une question qui a été quand même au centre de toute la construction de notre projet, en nous demandant comment on allait être rentable comme site culturel. Donc, on a aussi une notion de business qui est importante dans la constitution des équipes qu'on a dû mettre en place, toujours en respectant la déontologie de la gestion des données scientifiques et d'être dans une exactitude scientifique et de pas de faire de l'entertainment ou quelque chose qui n'est pas juste au niveau scientifique. Merci. Alors maintenant, je vais me tourner vers les non-européens pour savoir quelles sont les grandes tendances, en fait, les évolutions que vous avez observées dans les musées, dans le monde des musées, et puis pour les professionnels de musées récemment. Alors, Kirsten, vous êtes enseignante dans un cursus spécialisé sur les musées. Vous êtes directrice, éducatrice, chercheuse, manager de collection, commissaire volontaire et consultante. Donc vous connaissez les musées sous à peu près tous les angles. Et donc, qu'est-ce qui a changé significativement, récemment, et quel impact cela a eu sur les professionnels de musées? I'm speaking in English, sorry, a typical American. Yeah, I think there's a heck of a lot that has happened, and I'm looking at it from this very big perspective. So I'm gonna just talk about it in a broad view, and I think that the differences that I've seen in the last 20 years that I've been teaching have to do with. I'm going to take that off. That is really disconcerting. Have to do with people learning more and more specific things versus broad things when going into the field. So, and I'm speaking with regard to American education for museum professionals. So this may be very different for everyone else. I understand that. But in America, what we're seeing is tighter and tighter training for tighter and tighter kinds of jobs. And what's happening is, let's say, I'm going to completely pull this out of nowhere. This isn't a particular job at all. But let's say museum educators, so specific training for museum educators. And what's happening is that education is specific for museum educators, not museums. You see, so that's what I'm seeing mostly, and I'm kind of into systems thinking, and so if you know anything about systems thinking, you know that it's important to kind of know the whole system, and that taking a piece out of that system becomes a problem, and that even when you are a part of that system, you kind of need to know the whole system. So I think broadly, that's what I'm seeing happening with at least American professionals.
Donc, au-delà de la spécialisation, qui est toujours nécessaire, une connaissance plus large de l'ensemble du fonctionnement du musée, des autres fonctions, ce sont donc des compétences plus larges. Comment sont-elles attestées ? Comment est-ce qu'on mesure ces compétences sur l'ensemble du musée, au-delà de son seul champ professionnel de formation initiale? Well, I don't say that measuring is the way to do it. I think it comes with training and understanding where the training is coming from, and understanding that there's shared knowledge that I believe all museum professionals should have, no matter what aspect of museum work you're doing. And that makes us a profession. That makes us know in this part of the world what it means to be a museum professional when I meet someone in another part of the world. So I think that maybe it's in looking at the training programs. I'm not really sure. I'm kind of coming out of this from nowhere. I don't see how you can possibly measure that. But I do agree with you that you have to have specificity as well as the broad. I'm not saying that you don't. So I guess that's... Merci. Alors, Georges, je sais que normalement on ne vous présente plus dans la communauté ICOM, que tous ceux qui sont rentrés dans la salle vous ont salué. Néanmoins, l'exercice veut que je dise quelques mots de votre parcours et de vos passions. D'abord, ce soir, vous relevez le challenge d'être le seul homme de ce panel. Je dirais que l'équilibre est quand même de diversité est quand même respecté quand on prendra l'introduction et la conclusion, donc sur l'ensemble de la soirée, mais il n'empêche qu'à cette table, voilà, vous serez l'homme de la soirée. Vous êtes président directeur général de l'Aquarium de la baie de San Francisco, vous êtes membre d'ICOM Canada, et vous êtes membre d'ICTOP. Et vous êtes actuellement à la manœuvre pour un très très gros projet de transformation d'un site emblématique qui deviendra le premier musée sur le changement climatique aux États-Unis. J'imagine que vous allez nous en dire quelques mots. Et vous avez écrit 7 livres, 7 ouvrages qu'on peut qualifier d'avant-gardistes ou prospectivistes sur les pratiques dans les musées et le design muséal. Alors, même question, qu'est-ce qui a changé de manière significative dans nos musées, dans le monde muséal, et quelles conséquences cela a pour les professionnels de musée? Thank you. So I'm going to come at it from a slightly different global perspective. Having worked on over 108 museum projects in the last several decades, I've seen examples where the conventional training, the classical training, sometimes becomes almost irrelevant. I'll give you a few examples. There are very different examples in terms of scope and in terms of the rigor of the institution and in terms of the speed with which some of these projects are executed. So the first example I'll give you is the Ferrari World in Abu Dhabi. So it's a combination of, there's a hotel, there's a Formula One racetrack, they have the world's fastest rides, but there is also a museum with 12 galleries focused on everything from the history of racing, the thrill of racing, the physics and material science of building a Ferrari, and experiencing the thrill of racing, and so on and so forth. The project took an entire island to be remade called Yas Marina. So they had 37,000 workers, and the project budget was $40 billion with a B, and it was executed in 53 months without a single museum professional on board, with the exception of myself, maybe. But that is an example of, you know, how irrelevant the demand for museum professionals has become, where the commercial stakes and the speed of delivery is very important. The second example and third examples are the Human Rights Museum in Winnipeg and the currently unfolding Museum of Academy of Motion Pictures happening in Los Angeles. Both projects took an excessively long time to execute. The first one took about 14 years.
The second one is about 15 years in the making. And in 15 years, the board has changed, the content has changed, the continuity has been destroyed with various professionals coming and going. And at the end of the day, the project is being carried through by professions from outside of the realm of their core staff. So the question is, like one of my colleagues mentioned, this need for hybrid set of skills where you can execute certain jobs with a certain degree of speed. The curation, the creation, and the congregation of content, which is being now handled with a lot of AI through search engines, is sometimes making the interpretive planning process and the time of delivering an interpretive plan challenging. So for example, in the case of museums that deal with ideas or are focused on living traditions or human rights, for example, things that are unfolding rapidly around the world are not finding a relevant timestamp in the museum gallery experience, because the curation, the censorship, the interpretive planning process, the number of people it takes to cull together to build a consensus are all contributing factors to a delayed response, which the average visitor today does not have the patience for. So those are some of the challenges that the museums face as the professions and the need of the hour gets this constant sort of push for evolution. Merci. Et pour finir ce premier tour de table, donc Uma, vous êtes consultante à Singapour, dans le monde des musées, vous connaissez bien l'Europe, vous avez aussi travaillé en Inde, et vous êtes une spécialiste de l'évolution digitale dans les musées. Vous appréciez particulièrement les musées d'art à Singapour, avec lesquels vous collaborez. La même question vous est posée. Qu'est-ce qui a changé récemment dans le monde des musées et qui a des conséquences sur l'exercice de profession des musées, dans les musées? Hi everyone, my name is Uma. In my opinion, what has actually changed is that the audience has become more and more, demanding. They want to know more about, each and every exhibition out there. So in effect, it's no longer a monologue. It's more of a dialogue, at each stage, be it at a tour or a museum audience or a gallery exhibition opening, all of them want to know more. Okay, who's that artist? Who's that exhibition? Where has he come from? So it's more and more of that, as opposed to the older school of thought, which was more of a dialogue, monologue happening. And I find more and more there are a lot of planning, as in how do you ensure that the audience is retained, especially the older generation? How do you keep, attracting them back to exhibition? Because of late, I find with the advent of 3D and online platform, there's less and less of attraction to enter a museum these days. Merci. À tous les trois, y a-t-il des caractéristiques typiquement européennes des professionnels de musée? Y a-t-il des choses que vous ne retrouvez pas aux États-Unis, à Singapour, en Inde, au Canada, et qui caractériseraient typiquement des professionnels de musée européens?
I'm certainly not an expert in European museum professional needs, but I do appreciate that given the longevity of history, the traditional rigors of material culture is sacrosanct. The role of the curator is very central to classical museum experience. Of course, there is technology to buttress and augment, but you're surrounded by a very rich and veritable heritage culture, which requires a museum experience more than the virtual platform. Oh, I guess that means I get to talk now. I cannot presume to answer that question. I mean, you knew that would be I cannot possibly know that, but I have been trying to figure it out. C'est peut-être qu'il n'y a pas tant de différence que ça, tout simplement. Si encore.